maintenant, comme je vous l'ai annoncé déjà dans mon discours d'introduction, d'accueillir notre keynote speaker de la matinée. Il s'agit d'Albéric de Montgolfier, comme je vous l'ai dit. Nous l'avons bien sûr choisi parce qu'il est rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. C'est un poste extrêmement stratégique au sein du Parlement français. Par ailleurs, Albéric de Montgolfier est très impliqué dans les débats législatifs relatifs à la régulation financière. Il est très proche des épargnants, de leurs préoccupations et aussi de leur protection. Il est d'ailleurs à l'initiative, très récemment, d'une mission de contrôle sur la protection des épargnants. Monsieur le rapporteur général, vous avez en face de vous 700 responsables de la conformité de différents établissements français. Vous avez aussi des collègues de l'AMF. Que pensez-vous du cadre en vigueur en matière de protection des épargnants? Est-ce que collectivement, nous travaillons correctement? Monsieur le secrétaire général, vous travaillez correctement, mais les choses peuvent encore être améliorées. Donc c'est ce que je vais vous dire dans quelques instants. Je voudrais bien sûr saluer Monsieur le Président, vous-même, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, et je tiens tout d'abord bien sûr à vous remercier chaleureusement pour votre invitation, pour parler d'un thème qui est cher, je crois, au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, mais aussi des professionnels que vous êtes, mais tout simplement aussi des épargnants, qui est le thème de la protection des épargnants. Et je voudrais commencer par une question simple, une question triviale. Pourquoi a-t-on besoin de règles spécifiques concernant la protection des épargnants? Après tout, nous avons un corpus législatif qui est assez complet, notamment avec des règles offertes à tous les consommateurs. Et je crois qu'il y a notamment deux constats, qui conduisent à considérer qu'il faut un traitement spécifique concernant la protection des épargnants. Tout d'abord, je crois qu'on peut dire que l'épargnant n'est pas un consommateur comme les autres. En effet, les risques, ne serait-ce que les enjeux financiers, sont plus importants dans le domaine financier, notamment parce qu'il y a sans doute un plus faible niveau d'éducation financière des clients, et il y a par ailleurs une complexité, j'allais dire croissante, mais une complexité qui est propre à la matière financière. Dans le jargon des économistes, on dit notamment que le marché de l'épargne se singularise par une grande asymétrie de l'information, et ça justifierait donc une réglementation spécifique. Ensuite, la protection la souscription d'un produit d'épargne n'est pas non plus un acte de consommation comme les autres. Ne serait-ce que, je le disais, que par les montants en jeu. J'ai le souvenir d'affaires qui n'étaient pas de la compétence directe de l'AMF, comme l'affaire Aristophil, qui est bien connue, où des épargnants ont non seulement perdu la totalité de leur épargne, de leur somme consacrée à leur retraite, mais se sont même parfois endettés, donc au-delà du raisonnable, pour souscrire des produits Aristophil, un morceau de manuscrit d'une lettre de Victor Hugo, et finalement se sont retrouvés avec pas grand-chose. Donc on a parfois des enjeux qui montrent que ce n'est pas un acte de consommation comme un autre. Et la protection défaillante des consommateurs conduit donc parfois à une prise de risque excessive, qui peut, au-delà des épargnants, avoir un effet systémique. Je vous rappelle la fameuse crise des subprimes aux États-Unis. À cet égard, vous posiez la question, Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'on peut être satisfait du travail? En tous les cas, nous pouvons sans doute collectivement faire état d'un premier motif de satisfaction, puisque, contrairement à certains pays voisins, et je pense aux Pays-Bas, je pense au Royaume-Uni, la France, je pense, a été relativement épargnée. Ces dernières années, notamment, elle a été mise à l'abri de la commercialisation abusive de certains produits financiers. Bien sûr, certaines affaires ont retenu notre attention, l'attention des pouvoirs publics et des médias, mais on peut dire que les abus sont restés relativement circonscrits, relativement localisés, et en tous les cas n'ont pas pris l'ampleur de ce qui a été revu dans un certain nombre de pays. Alors, comment expliquer cette relative protection de la France? Il semble que le succès relatif du modèle français repose sur deux piliers, sur deux jambes. D'un côté, le côté public, le législateur et le régulateur ont su faire preuve, je crois, de la prudence nécessaire dans un difficile arbitrage entre innovation financière d'une part et protection de l'épargnant. Et évidemment, il ne s'agit pas de sacrifier, par exemple, au nom de la protection de l'épargnant, toute possibilité d'initiative. Côté privé, j'ai sans doute la conviction que la relation de confiance
de long terme avec l'épargnant repose notamment sur la banque assurance, et elle a conduit à une certaine retenue de la part des acteurs financiers dans les propositions commerciales. Parfois, certaines ont été audacieuses, mais en tout cas, sous l'œil vigilant des professionnels de la conformité et du contrôle interne que vous êtes. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves, mais néanmoins qui est aujourd'hui confronté à 3 évolutions majeures, des évolutions que l'on peut qualifier d'opportunités, mais qui sont également porteuses de risques indéniables pour la protection des épargnants. Et il nous faut évidemment prendre la mesure de ces risques nouveaux. Le premier bouleversement, c'est, j'en parlais à l'instant avec vous, Monsieur le Président, à travers les cours d'un certain nombre de banques, le premier bouleversement, c'est l'entrée dans une période que l'on peut qualifier maintenant de durable, de taux bas, de taux très bas, sur les actifs non risqués. Et je le dis clairement devant vous, ce serait une faute de considérer qu'il s'agit simplement d'un mauvais moment, d'une mauvaise passe, et que tout cela serait très vite oublié lorsque les banques centrales normaliseront leur politique monétaire. C'est un peu le contraire qui, cette semaine, se produit avec une pression forte aux États-Unis, et notamment sur la BCE. Et en effet, la plupart des études indiquent que la baisse des rendements des actifs non risqués répond avant tout à des facteurs structurels, et en clair, ça devrait s'installer dans la durée. Pour vous donner un ordre de grandeur, les services de la Banque centrale européenne estiment que l'impact baissier de la politique monétaire sur l'OAT à 10 ans est de seulement 160 points de base. Et si l'on en croit cette étude, une fois que la BCE aura normalisé sa politique monétaire, les obligations souveraines françaises devraient donc rapporter autour de 1,5% par an. 1,5% par an, ça signifie simplement que le rendement offert aux épargnants, net, bien sûr de l'inflation, le rendement net serait au mieux nul, voire négatif. Mais rassurez-vous, il y a aussi des bonnes nouvelles pour la protection, ou en tout cas pour les épargnants, puisque cette baisse des rendements d'actifs, sans risque, elle s'est également accompagnée d'une hausse de la même ampleur de la rentabilité exigée par les investisseurs pour assumer le risque lié à la détention d'actions. De fait, si les obligations sans risque ne rapportent plus rien, les actions continuent aussi d'être rentables historiquement, en tous les cas, peut-être pas cette semaine, peut-être pas dans le contexte que nous vivons, mais sur une plus longue période, il y a évidemment des actions qui continuent à rapporter. Ce nouveau contexte devrait donc conduire à réorienter progressivement l'épargne financière des Français qui, je vous le rappelle, est aujourd'hui placée à 65% sur des supports non risqués, notamment les livrets, qui n'offrent aujourd'hui plus une rentabilité suffisante pour au moins protéger le capital investi de l'inflation. Je parlais du livret à l'instant, vous le savez, son taux se limite à 0,5%, tandis que la rémunération des contrats d'assurance vie en euros, après prélèvement, vous le savez, a été inférieure à 1,2% l'année dernière. Donc, je pense que ce contexte de taux bas, de rendement faible, constitue également une opportunité historique pour la gestion collective qui doit offrir aux épargnants qui ne sont pas des spécialistes une gamme de fonds adaptés à leurs préférences en termes de risque, d'horizon de placement et de rendement. Et je voudrais rappeler à cet égard que seulement 21% de l'épargne financière des ménages en France est investie dans des fonds, contre 30% en Allemagne ou 40% en Suède ou aux Pays-Bas. Donc nous avons, vous le voyez, une marge de progression importante pour aller vers la gestion collective et pas simplement vers les produits les moins risqués. Et si nous ne prenons pas ce défi à bras-le-corps, le risque est évidemment grand que les épargnants soient à la recherche dans un contexte de taux bas, soient à la recherche de rendement et se tournent vers des produits plus exotiques, plus risqués, beaucoup trop risqués pour certains et qui constituent, je le disais, pour les pires d'entre eux, non seulement même pas des produits, mais de véritables arnaques financières. Cela m'amène directement aux 2 autres transformations du marché de l'épargne que je souhaitais évoquer avec vous ce matin, à savoir sa numérisation et ce que je peux qualifier d'européanisation. À condition d'être bien maîtrisées, ces 2 évolutions, donc numérisation et européanisation, sont porteuses d'avantages indéniables pour les épargnants qui peuvent bien sûr accéder à de nouveaux produits, qui peuvent bénéficier également chez les acteurs traditionnels d'une baisse de prix liée à l'accroissement de la concurrence au sein d'un marché unique.
Je voudrais à cet égard citer 2 exemples. Les agrégateurs de comptes, c'est un sujet sur lequel le Sénat et la Commission des finances ont réalisé des auditions, qui permettent à des millions, sans peut-être demain des milliers, en tous les cas des milliers de Français, de gérer au mieux leur accès à leurs comptes, mais également leur épargne. Mais il ne faut pas se voiler la face. La numérisation, l'européanisation des marchés, c'est sans doute des chances, mais ça constitue également un défi pour la protection des épargnants, puisque en dehors des circuits bancaires traditionnels, les Français se trouvent désormais exposés sur Internet à des offres d'investissement inadaptées à leur profil de risque, voire, vous le savez parfaitement à l'AMF, à de véritables fraudes orchestrées par des professionnels qui s'efforcent d'exploiter les concurrences réglementaires entre les États membres, très souvent s'installer plus au sud de l'Europe, et on est en Europe, voilà, sur des îles par exemple, et je pense que vous avez tous vu, nous recevons encore, malgré un certain nombre d'interdictions, des publicités en ligne qui vous promettent de devenir riche en quelques jours, d'être trader en quelques heures. Ça existe encore, et malheureusement un certain nombre de Français sont évidemment victimes de ce phénomène. Un chiffre, je ne sais pas si celui de l'AMF, Monsieur le secrétaire général ou Monsieur le Président sont les mêmes. En tous les cas, 5% des Français ont déclaré en 2015 avoir déjà été victimes d'une arnaque dans les offres de trading sur Internet qui portent sur des produits très risqués ou que l'on peut le qualifier d'atypiques. Je faisais allusion à l'instant à Aristophile, mais il y a évidemment beaucoup d'autres propositions très alléchantes et qui se révèlent être de véritables arnaques. Par ailleurs, les pertes liées aux arnaques financières ont été estimées par les régulateurs, mais peut-être avez-vous des chiffres différents, vous pourrez vous les conforter, au cours des 2 dernières années en France à 1 milliard d'euros. Dans ce contexte, il revient à chacun d'entre nous, que nous soyons législateurs, que nous soyons régulateurs ou acteurs du marché, d'engager les transformations nécessaires pour faire face à ces défis. Alors, fort heureusement, nous ne partons pas d'une page blanche en la matière, et il y a un certain nombre d'évolutions qui en sont intervenues au cours des dernières années et qui ont permis de poser des premiers jalons. S'agissant tout d'abord du législateur national, son rôle a progressivement évolué pour exploiter le principal avantage comparatif dont il dispose par rapport à son homologue européen, à savoir la célérité de son action. Je rappellerai qu'à cet égard, le Parlement est intervenu dans l'urgence pour protéger le grand public sur le marché du Forex et sur les options binaires dans le cadre de la loi dite Sapin 2. Et nous avons ainsi anticipé les interdictions décidées plus tard au niveau européen. Et je crois pouvoir dire, je me rappelle, puisque j'étais intervenu sur ce sujet, que la collaboration avec l'AMF dans ce dossier avait été exemplaire. De même, les parlementaires, les autorités nationales se sont efforcés de proposer rapidement un cadre de régulation pour les nouveaux acteurs et les services financiers qui sont apparus afin de permettre bien sûr le développement de ces nouveaux services, mais également afin d'offrir une protection aux épargnants dans l'attente d'une harmonisation au niveau européen, ce qui a d'ailleurs permis à la France, dans un second temps, d'intervenir elle-même, d'influencer en elle-même la norme européenne. C'est ainsi que la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire spécifique pour le financement participatif est intervenue en 2014 et pour les cryptoactifs est intervenue l'année dernière. Et ça me semble clairement procéder de cette logique d'action. En la matière, je tiens à souligner que le Sénat que je représente, le Sénat a toujours recherché un juste équilibre entre la protection des épargnants, d'une part, et l'innovation financière, d'autre part. Et ça l'a conduit, notamment sur ma proposition, dans le cadre des cryptoactifs, à interdire le démarchage et certaines formes de publicité pour les offres non régulées. Au-delà de l'élaboration de la norme, c'est également la politique de supervision qui doit poursuivre son évolution pour faire face aux transformations nouvelles du marché de l'épargne. Et à cet égard, 2 chantiers me paraissent prioritaires. Il est tout d'abord nécessaire de renforcer la coordination entre les autorités de supervision. Au niveau européen, la légitimité du passeport européen repose en effet sur la capacité des autorités à garantir le respect des obligations professionnelles à l'égard de la clientèle des acteurs qui exercent en libre établissement, en libre prestation de services, et c'est un objectif qui me semble aujourd'hui imparfaitement rempli. Il sera vraisemblablement nécessaire d'engager un nouveau renforcement des autorités européennes compétentes en la matière, et vous l'avez à cet égard plusieurs fois souligné à l'AMF. Au niveau national, vous savez que d'autres pays, je pense au Royaume-Uni par exemple, ont fait le choix d'un régulateur unique
ou d'un modèle de régulation par objectif, dans lequel une autorité est spécifiquement en charge de la protection des consommateurs des services financiers. C'est par exemple le modèle des Pays-Bas. Mais la légitimité du mode de supervision sectorielle qui prévaut en France suppose nécessairement une étroite collaboration entre l'AMF et la CPR. C'est ce constat qui a conduit, dès 2010, à la mise en place d'un pôle commun entre les deux autorités, entre l'AMF et la CPR, dans une logique transversale de protection de l'ensemble de la clientèle du secteur financier. Au-delà des sujets de coordination entre superviseurs financiers, il me semble également indispensable de dépasser les frontières juridiques traditionnelles qui circonscrivent les pouvoirs des autorités de régulation aux produits strictement financiers et assurantiels. Là encore, le Sénat a joué un rôle déterminant en donnant par exemple à l'AMF un pouvoir de contrôle a priori sur toutes les activités d'intermédiation en biens divers dans le cadre de la loi Sapin II. Désormais, c'est avant tout le fait de mettre en avant la possibilité d'un rendement financier auprès du consommateur qui définit le périmètre d'action de l'AMF et non la nature juridique du produit financier. Je pense que c'est heureux, sinon, par définition, on ne connaît pas à l'avance les nouveaux supports qui seront utilisés. Nous sommes donc conscients du défi que cela représente pour l'AMF, qui doit désormais réguler des offres aussi diverses que celles portant sur les diamants. C'est très à la mode, on voit beaucoup de publicité. Pourtant, avec le diamant synthétique, je pense qu'on devrait se méfier. Sur les terres rares, sur les manuscrits, ça c'est moins à la mode. À cet égard, je tiens ici à saluer, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, l'implication de l'ensemble de vos équipes qui ont été contraintes d'absorber ces missions, ces nouvelles missions, dans un cadre budgétaire toujours contraint. Après les évolutions du cadre législatif, d'après les évolutions de la supervision, j'en viens maintenant à celles qui doivent être, à mon sens, portées par les professionnels que vous êtes et, bien sûr, qui vous intéressent particulièrement ce matin. En la matière, je crois qu'il faudra envisager ce que je qualifierais de chemin de crête. Encourager une réorientation progressive de l'épargne des Français sans leur faire prendre, bien sûr, des risques inconsidérés, qui conduiraient inévitablement à une rupture du lien de confiance entre les épargnants et le secteur financier. Dans cette optique, les professionnels de la conformité et du contrôle interne auront naturellement un rôle à jouer, notamment pour garantir la bonne application des règles établies en matière de conseil et d'investissement et pour examiner les risques liés aux nouveaux produits d'épargne proposés. Nous avons, à ce titre, noté avec intérêt le travail qui a été engagé avec l'AMF sur la commercialisation d'instruments financiers auprès des personnes âgées, qui devrait permettre d'harmoniser, vers le haut du moins, j'espère, les pratiques. Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont évidemment pleinement mobilisés pour faciliter les transitions en cours. Je ne prendrai qu'un exemple. La loi Pacte a permis, par exemple, l'année dernière, de simplifier le contrat Eurocroissance, qui ne marchait pas jusqu'à maintenant très bien. Ça nous semble être un bon produit, un produit qui offre un bon compromis entre la volonté des Français de disposer d'une garantie sur le capital investi et la nécessité de prendre davantage en compte les risques pour assurer un minimum de rentabilité. Mais, sans doute, le modèle économique devra-t-il lui-même évoluer. En particulier, dans un monde de taux bas, les frais facturés sur les produits d'épargne peuvent, s'ils sont excessifs, j'ai vu qu'on en parlait à l'instant, des frais notamment, une sorte de rétrocommission. En tous les cas, ces frais, s'ils sont excessifs, vont évidemment manger une part significative de la performance. Et bien sûr, cela au risque de pénaliser l'attractivité même auprès des épargnants. Les frais, ils sont généralement plutôt orientés à la baisse en France, mais leur niveau, si on les compare à un certain nombre de pays européens, reste sans doute plus élevé, notamment lorsque les investissements sont réalisés à travers des produits bénéficiant d'un environnement fiscal plus favorable. Je pense bien sûr à l'assurance vie. Et cela pourrait s'expliquer en particulier par deux singularités du marché français de l'épargne qui interpellent quand on compare aux autres pays, à savoir la faible taille des fonds français et le sous-développement de la gestion passive. Là encore, le législateur n'est pas resté inactif en la matière. Je suis, par exemple, à l'origine, je n'ai pas fait beaucoup d'amis, mais du plafonnement des frais sur les fonds fiscaux,
dont la souscription donne droit à une réduction d'impôt qui donnait lieu à des abus manifestes. Alors ça concernait notamment un certain... Et puis j'ai fait ensuite la même chose concernant les frais, ça ne vous concerne pas directement, sur les produits défiscalisés en matière d'immobilier, loi Pinel et autres. Le Parlement a par ailleurs introduit dans le cadre de la loi Pacte des obligations de transparence renforcées sur les frais en matière d'assurance vie, et ces obligations entreront en vigueur cette année. Bref, pour faire le point sur l'ensemble de ces questions, vous voyez qu'elles sont nombreuses. La Commission des finances du Sénat m'a confié cette année une mission de contrôle, vous y faisiez référence, monsieur le secrétaire général, mission de contrôle qui va porter sur la protection de l'épargnant, une mission dont les conclusions devraient être remises avant l'été. Et à cet égard, mon objectif sera double. D'une part, améliorer la compétitivité du marché de l'épargne des Français, notamment afin de permettre aux professionnels de proposer de nouveaux produits, des produits plus adaptés, je le disais, dans un contexte de taux qui va rester historiquement bas. Et puis par ailleurs, sans doute dresser un bilan des évolutions engagées pour tenir les épargnants à l'écart des produits trop risqués et des véritables arnaques financières, afin d'identifier s'il y a des angles morts et de remédier éventuellement aux difficultés qui peuvent conduire des épargnants à prendre des risques inconsidérés. Donc vous avez, je vous remercie à nouveau de votre invitation, parfaitement évidemment choisi le thème de votre intervention, qui est d'une actualité tout à fait brûlante, contexte de taux historiquement bas, sophistication croissante des produits et bien sûr également commercialisation par de nouveaux canaux et notamment par Internet. Vous voyez que tous les facteurs sont là pour accroître les risques, mais aussi sans doute, si on les maîtrise bien, les chances pour l'épargnant. Merci et très bons travaux pour cette matinée.